Aurélie qui a fait une tentative de suicide, donc il y a un peu plus d'1 an, c'est ça Aurélie, hein? Tout à fait. Donc ça vous donne pas mal de recul maintenant par rapport à cette tentative. Tu sais que c'est la première et la dernière fois, vous savez, pardon mademoiselle, que c'est la première et la dernière fois? Je sais que c'est la première, mais je suis jamais sûre que ce soit la dernière. Ça... Vous avez encore des idées noires, c'est ça que ça veut dire? Tout le temps, ouais. Qu'est-ce que c'est ces idées noires? Qu'est-ce qu'il y a dans ces idées noires? Le mal de vivre, pas envie de vivre. Il n'y a rien qui vous plaît dans la vie? Rien qui vous réchauffe le cœur? Peu. Peu de choses? Ouais. Est-ce que vous savez précisément, au moment où vous êtes passé à l'acte, comme on dit, pourquoi vous vouliez mourir? Pourquoi? C'est vaste, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait que... C'est une accumulation de choses qui font qu'au bout d'un moment, ça va plus. Et qu'on a envie d'arrêter, quoi, qu'on ne peut plus. En l'occurrence, accumulation de quoi? De problèmes Lesquels? scolaires, familiaux, personnels. Alors, quels problèmes scolaires on peut comprendre? Les problèmes familiaux, c'était quel type de problème? Des problèmes qu'il peut y avoir dans toutes les familles. Seulement, il y a des personnes qui sont plus ou moins fortes pour accepter leurs problèmes. Et je crois que moi, j'ai tendance à avoir un caractère assez faible. Ah bon? Et je sais pas... Je suis très sensible. Et j'ai du mal à accepter les choses. Mais sensible et fragile, c'est pas forcément faible pour autant. Face à la vie, si. Bon, plus fragile que les autres en tout cas. Ouais. Vous dites pas, vous, qu'il faut vous laisser du temps, qu'il faut parfois se laisser grandir? Vous aussi, comme Florelle se le dit, elle est plus jeune que vous, Florelle, hein? Je sais pas. Qu'est-ce que vous vous dites pour vous remonter le moral? Parce que vous avez forcément des creux et des pleins, quoi, des moments où ça va mieux que d'autres, non? Ouais, mais il y a plus souvent de creux que de pleins. Ouais. Et dans les pleins, vous vous dites quoi? Parce que c'est peut-être là qu'il faut trouver les sources de l'envie de vivre, Aurélie. Ouais, je me dis que tout peut encore changer. Quand il arrive quelque chose qui va pas, bah, c'est reparti, quoi. Ça marche plus et puis on n'a plus envie de faire d'efforts. Comment vous en parlez avec vos parents, vous avez aussi des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère et une sœur, hein, Ouais. qui sont tous les deux plus vieux que moi. Disons qu'après ce que j'ai fait, on n'en a pas parlé. Ça a été fait, puis on n'en a jamais reparlé. Ça, personne n'en a parlé? Ni vous, ni eux? Non. Vous n'avez pas souhaité en parler, vous? J'aurais aimé, mais si eux n'en ont pas parlé, c'est qu'ils voulaient pas et qu'ils avaient peut-être peur de se retrouver devant le fait accompli, quoi. Vous comprenez ça, Brigitte? Oui, je le comprends, mais je pense que quand ça se passe, les parents ont peur. Bon, moi, ça a été la première fois, donc je peux pas le dire comme ça, mais je pense qu'il faut que dans la famille, on puisse s'exprimer là-dessus, mais c'est très difficile et très violent. Ouais. Vous n'en avez pas parlé ni avec votre frère, ni avec votre sœur? Avec ma sœur plus, parce qu'on est quand même plus proches. Et, ouais. Bon, elle a pas compris. Elle a 20 ans, donc elle Ouais. a un an de plus que vous, quoi. Ouais. Ouais. Elle n'a pas compris? Non. Vous avez essayé de lui expliquer? Disons que personne ne veut véritablement admettre ce qui s'est passé et tout le monde se sent plus ou moins coupable de ce qui s'est passé. Et en grande part, ma sœur qui a cru que c'était à cause d'elle. Et j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas vraiment de sa faute, que c'était une accumulation de choses. Et bon, et puis après, c'est passé. On est extrêmement proches, mais pour ses études, il a fallu qu'elle parte. Et comme c'était la seule personne à qui je parlais, je me suis retrouvée seule. Et quand ça allait pas, elle partait voir son copain. Et un jour où elle est justement partie, j'ai littéralement pété les plombs. J'ai été dans sa chambre, j'ai tout cassé. Et puis après, bah, voilà. Comment vous avez expliqué à vos parents que vous aviez envie de venir en parler sur le plateau de Ça se discute avec d'autres personnes qui ont connu des situations comparables? Est-ce qu'ils l'ont compris? Est-ce qu'ils se sont dit, bah, enfin, ça va pouvoir sortir, quoi, peut-être? Ma mère ne le comprend pas. Que je sois là, elle ne comprend pas. Parce que pour les parents, c'est jamais facile de voir leurs enfants venir et dire qu'ils ont tenté de se suicider. On dira toujours que c'est de leur faute, qu'ils n'ont pas fait attention, que c'est des mauvais parents, alors que loin de là, je dis pas ça, bien au contraire. Mais ma mère comprend pas. Comment vous leur avez dit que vous veniez ici, là? Je leur ai pas laissé le choix. J'aurais dit j'y vais, parce que j'ai envie, parce que je suis pas la seule, il faut en parler. Et, c'est pas une fatalité que dans ma famille, c'est voilà.
Est-ce que vous essayez de vous en sortir toute seule? Parce qu'on a compris que vous n'en parliez pas tellement avec votre sœur, que c'était difficile, avec votre frère non plus, avec vos parents encore plus difficile. Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que vous voyez un psy? Non. Pourquoi non? Pourquoi pas, Aurélie? Parce que quand je l'ai fait, on a voulu après aller voir un psy, mais bon, il y a eu énormément de problèmes qui ont fait que les psys n'étaient pas... On ne pouvait pas aller les voir, c'était complet et tout. Puis avec le temps, ma mère a fini par croire que ça allait mieux, mais moi je sais que ça ne va pas mieux. Mais j'essaie de faire avec. Votre maman se dit qu'avec le temps, vous allez retrouver des raisons d'avoir envie de vivre. Vous nous parlez tout à l'heure donc des circonstances scolaires, des circonstances familiales. Vous avez ajouté personnel. Qu'est-ce qui, dans votre vie personnelle, a contribué à vous donner envie de ne pas rester avec nous? Disons que moi j'ai un petit ami et aussi, on va dire que tous les deux dans Genre Chance, on n'en a pas beaucoup et à nous deux c'est fatal, quoi. Donc il a des problèmes, j'ai des problèmes et j'arrive pas à faire face à mes problèmes et aux siens et à tout ce que j'ai autour, quoi. C'est trop dur pour moi. Et comment lui il a vécu cette tentative de suicide que vous avez faite? Extrêmement mal. Lui aussi l'a pris pour lui, alors que personne n'est visé. C'est juste à moi, c'est après moi que j'en ai, c'est pas aux autres. On va demander à Patrick Delaroche, qui est un psy, et à Michel Fize, un sociologue, qui va nous permettre de comprendre le contexte, effectivement, qui fait qu'on a envie de se suicider, de venir nous apporter leur lumière. Et puis, si vous voulez dialoguer avec eux, c'est moyen peut-être, non pas de faire une thérapie, mais peut-être de lancer des bases de ce qui peut vous aider à vous reconstruire. Pas à vous reconstruire, parce que vous n'êtes pas en miettes, mais à vous donner envie de trouver du plaisir à vivre, en tout cas, Aurélie. Je demande à Patrick Delaroche et à Michel Fize de venir nous rejoindre, donc, s'il vous plaît. Pour nous alerter là-dessus. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Michel. Allez-y, mettez-vous au milieu, là. Non, non, Michel, mettez-vous côte à côte, Michel. Michel, mettez-vous côte à côte. Pourtant, vous êtes un habitué de l'émission. Est-ce que vous voulez d'abord réagir à ce que vous venez d'entendre, à ce que vient de dire Aurélie? Moi, d'abord, j'aurais envie de réagir à Bruno, qui a posé une question auquel on n'a pas répondu. Oui. Et j'ai envie de lui dire, oui, il y a des suicides d'enfants aujourd'hui, des vrais, qui ne sont pas des accidents. Je peux simplement citer 2 chiffres. Quand on regarde ce qui se passe dans la tranche des 11-13 ans, on constate que 6% des garçons ont fait une tentative de suicide et 4% des filles. C'est d'ailleurs la seule fois, en termes de jeunesse, où les tentatives de garçons sont plus importantes que les tentatives de filles. La deuxième chose, par rapport à ce que j'ai entendu concernant l'ensemble des témoignages, je crois qu'il ne faut ni sous-estimer, ni exagérer les responsabilités familiales. Et puis, il y a peut-être tout ce qu'il faut mettre quand même en avant, les responsabilités sociales. Nous sommes dans une société dure et je crois qu'on peut quand même faire rapidement le tour de quelques facteurs profonds qui peuvent, à mon avis, prédisposer, bien que ce ne soit pas des liens de cause à effet. Bon, d'abord, la crise de l'emploi et de la précarité professionnelle. C'est assez surprenant quand on regarde l'évolution des courbes du chômage et du suicide depuis 20 ans. Ces courbes sont strictement parallèles. Là, si je reviens aux enfants cette fois, aux petits, là, aux 8-12 ans ou voilà, alors aux 9-11 ans, la pression sociale aussi pèse sur eux? Je crois qu'il faut être clair, et l'exemple de Saint-Nazaire est l'exemple, à mon sens, de ce qu'il faudrait faire un peu partout. La pression scolaire, elle ne commence pas à l'adolescence. La pression scolaire commence au sortir de l'école maternelle. C'est-à-dire, très rapidement, on met les enfants dans des situations de compétition scolaire qui sont parfois épouvantables. Compétition auquel, d'ailleurs, il faut ajouter la pression au niveau des activités. Si bien que quand on regarde un peu les emplois du temps de certains enfants, on a des emplois du temps de PDG. Donc je crois que le suicide, c'est finalement une rencontre de ces facteurs sociaux auxquels on peut ajouter ce qu'on appelle globalement la crise des valeurs, crise des repères, et je dirais tout simplement la crise de l'espoir, finalement. Bon, quel espoir on donne aussi aux jeunes d'aborder le monde avec confiance. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'individuel, qui n'est pas nécessairement du pathologique ou de la maladie mentale, comme on l'avait pensé pendant longtemps. Il y a des causes individuelles qui ne ressortent pas, encore une fois, d'une pathologie lourde. Et puis, il y a, ce que vous indiquiez tout à l'heure, le détonateur, la circonstance, l'occasion qui va faire, encore une fois, qu'en mêlant toutes ces causes, on va arriver à avoir envie d'en finir. Il y a un tabou derrière cette histoire. Je crois d'ailleurs que c'est parce que c'est un sujet grave qu'il faut en parler. La politique de l'autruche, à mon avis, ne peut pas permettre d'aborder correctement ce problème. Donc il faut insister, et je crois essayer de balayer donc la panoplie des causes. Vous avez parlé de sujet tabou, c'est d'autant plus vrai que le suicide des enfants n'est reconnu que récemment.
ce n'est que depuis la Seconde Guerre qu'on a pu parler pour la première fois du suicide des enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se suicidaient pas, hein, ça veut dire qu'on ne le voyait pas, on ne voulait pas le voir. Et qu'on ne voulait pas le dire, enfin, au cas où... Et qu'on ne voulait pas le dire, bien sûr. Ouais. Alors, quant au déclenchement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, parce qu'il n'est pas question, bien sûr, de nier les causes sociologiques, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les causes individuelles. Et dans ce cas-là, il y a souvent un événement qui est méconnu du sujet lui-même. C'est-à-dire qu'il faut essayer de le retrouver avec lui. Alors, il est très important de rechercher cette cause parce qu'à partir de là, on peut entamer un dialogue avec la personne qui s'est suicidée, et ça, c'est absolument indispensable. Et entamer un dialogue, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que celui qui vient de faire cet acte, il l'a fait parce qu'il s'est senti complètement isolé, comme s'il y avait eu c'était le seul survivant d'une explosion atomique. Vous voyez, un petit peu pour vous imaginer le vécu de celui qui se suicide. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il se sent complètement seul, avec aucun interlocuteur valable, hein, et c'est cette solitude qui fait qu'il retourne contre lui l'agressivité qu'il pouvait avoir et qu'il commet finalement un geste qui, quand on essaye de l'analyser avec lui, n'est pas le geste de vouloir mourir, mais le geste de vouloir changer les choses ou de s'identifier à celui qu'on pense ne plus vouloir de vous, ne plus vous aimer. Et on a l'impression quelquefois que le fait de parler est plus grave que d'agir, enfin, alors que c'est le contraire, bien entendu. Et le fait de parler doit être aussi important qu'un véritable acte. Mais ça, on ne peut c'est pas avec tout le monde qu'on trouve ça. On peut le trouver qu'avec quelqu'un dont on est persuadé et dont on a la preuve qu'il vous comprend. Moi, je dis toujours aux adolescents, moi, je suis là quand vous ne pouvez parler ni à vos parents, ce qui est banal, ni à vos copains, ni à votre petit ami ou votre... Et à ce moment-là, c'est là qu'intervient le psy. Hein, c'est quand l'adolescent ne peut parler à personne d'autre. Hein, et c'est là qu'on se situe et qu'on peut essayer de répondre. Essayer de répondre quoi? Essayer de comprendre avec l'adolescent pourquoi il a fait ce geste. Et pourquoi il a fait ce geste qui finalement montre que une partie de lui a voulu tuer une autre partie de lui. Aurélie, vous en pensez quoi? J'en pense que la seule personne à qui, à l'heure actuelle, je peux peut-être parler, c'est justement mon copain. Parce que justement, on se ressemble beaucoup. On a beaucoup de problèmes. C'est le fait d'en parler qui, des fois, peut m'aider ou des fois, l'inverse. Mais c'est peut-être la seule personne à qui je parle beaucoup. Et... non, ouais. Si. Et lui? Je Et pense lui, que... est-ce qu'il peut vous parler? On est un peu pareil tous les deux. On se vole des choses l'un à l'autre. On se garde... on n'ose pas confier tout. Oui. Mais c'est pas pour autant que je dirais tout Oui. aussi à un psy, c'est pour ça. Oui. Mais on n'ose pas confier tout, bien sûr. Mais comment trouver quelqu'un à qui elle est suffisamment confiance pour pouvoir parler? Peut-être pas de tout, Aurélie, mais en tout cas de choses que vous ne pouvez même pas dire à votre petit copain, quoi. Sortir tout ce que vous avez sur le cœur, quoi. Et puis essayer de comprendre pourquoi vous n'avez plus envie de vivre. Puis essayer de retrouver d'autres façons, d'autres moyens de vivre qui vous donnent envie. Ou des perspectives, parfois. C'est une question que vous posez encore aujourd'hui? Oh là, je me pose beaucoup de questions. Oui. Mais serait-ce que trouver quelqu'un pour vous aider à répondre aux questions que vous vous posez? Non. Non, vous ne cherchez plus pour l'instant? Non. Non. Mais je crois qu'il y a sans doute, si on veut tracer quelques lignes qui puissent permettre de résoudre un peu ces situations, il me semble qu'il faut inventer à côté de l'écoute thérapeutique, professionnelle, une écoute, j'allais dire, ordinaire, c'est-à-dire remettre de la communication à l'intérieur de cette société qui en manque singulièrement. On le sait, et beaucoup d'adolescents et d'enfants déjà le disent, il manque d'adultes de proximité. Donc je crois que par rapport à ce que dit Aurélie, il me semble que le fait d'avoir comme unique interlocuteur quelqu'un qui appartient à la même génération ne suffit pas de toute manière, ne peut pas suffire. C'est important, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Et je crois qu'avant d'aller vers l'étape de la prise en charge thérapeutique lourde qui peut faire un petit peu peur, et qui n'est peut-être pas d'ailleurs toujours dans tous les cas nécessaires, il faudrait pouvoir avoir dans son entourage, effectivement, une personne de confiance à qui dire les choses. Et puis, je crois encore une fois qu'il ne faut pas rêver que ces situations pourraient être éliminées uniquement par du sur-mesure individuel. Notre société est malade
et parce qu'elle est malade, elle rend malade aussi ses membres. Un élément important, la pression scolaire. Bon, une action possible, c'est encore une fois d'imaginer d'autres rythmes d'aménagement de vie de l'enfant. On s'y est essayé depuis une quinzaine d'années, des évaluations sont faites et elles montrent bien que dans tous les cas, je dis bien, en termes d'épanouissement personnel, il y a un plus incontestable. Ce sur quoi on bute actuellement, c'est sur le fait qu'on n'arrive pas à démontrer qu'effectivement la performance scolaire est meilleure avec des rythmes allégés qu'avec des rythmes traditionnels. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, encore une fois, à partir du moment où aujourd'hui on reste en moyenne 20 ans sur les bancs de l'école, du collège et du lycée, et de l'université pour un certain nombre, eh bien, c'est d'être bien, d'être encore une fois dans un lieu qui soit un lieu d'épanouissement. Donc je crois que là, il y a des choix politiques qui sont à faire, ce qui suppose encore une fois une volonté politique sans ambiguïté aucune. On va venir maintenant au point de vue des parents, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent dans cette assistance, mais également devant leur poste de télévision, et qui se demandent justement, alors qu'ils se demandent parfois trop, mais aussi parfois pas assez, si leur enfant va bien ou va mal, si leur enfant porte en lui une tendance suicidaire, même flottante, même provisoire, si on peut dire, enfin qui n'est pas une tendance marquée à vie, et comment finalement essayer de la reconnaître, docteur? L'identifier. Quelquefois, ce sont des petites remarques, par exemple, que l'adolescent peut faire devant ses professeurs, en disant des remarques désabusées, comme quoi la vie, c'est pas intéressant, des choses comme ça. Des choses qui sont proches, finalement, de la crise d'adolescence elle-même, hein, et du romantisme lié à cette crise. Et donc, il s'agit d'essayer de déceler si ces paroles-là sont vraiment un signe de souffrance grave et souffrance masquée, qui n'est pas dite, c'est-à-dire qu'on cache qu'on a envie de se tuer, par exemple. Ça arrive souvent, ça. On le cache parce qu'on est orgueilleux, et puis l'adolescence, on dit toujours, c'est à toi de décider. Bon, ben alors, quand Florène vous dit, c'est plus à moi de décider si je dois mourir, je crois que ça, c'est un progrès fondamental, de se rendre compte que, on est dépendants les uns des autres et qu'on n'est pas tout seul. Celui qui décide de se tuer, est-ce qu'il a le choix? Eh bien, justement, il faut essayer de lui montrer qu'il pourrait faire autre chose. Et le problème, vous me parliez des petits signes, là, quand on ne peut pas distinguer si quelque chose nous paraît grave ou pas, eh bien, il faut consulter. Surtout, n'hésitez pas à consulter. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un problème tout à fait grave que la consultation est inutile, au contraire même.